Un simple déplacement diplomatique peut-il réellement bouleverser l'équilibre d'un continent entier? Imaginez une scène à la fois inattendue et lourde de conséquences. Le Liberia, pilier historique de l'influence américaine en Afrique de l'Ouest, décide soudainement de tourner le dos à ses alliés traditionnels pour tendre la main au Burkina Faso, ce pays longtemps relégué aux marges du continent et réputé instable. Ce n'est ni une formalité ni un hasard, mais un choix stratégique mûrement réfléchi, un acte qui ébranle l'ordre établi, à l'image d'un pion avancé sur l'échiquier, capable de renverser la partie. Pour saisir l'ampleur d'un tel bouleversement, il faut se rappeler des grandes bascules diplomatiques de l'histoire. Rappelez-vous, par exemple, la visite de Nixon en Chine en 1972 qui a bouleversé la guerre froide, ou bien le rapprochement inattendu entre l'Allemagne de l'Ouest et la France après la Seconde Guerre mondiale qui a jeté les bases de l'Union européenne. À chaque fois, ces gestes symboliques sont venus annoncer des mutations profondes, parfois irréversibles. Aujourd'hui, la poignée de main entre le Liberia et le Burkina Faso pourrait bien annoncer une ère nouvelle pour l'Afrique. Ce geste du Liberia, nation bâtie sous le regard attentif de Washington et imprégnée des valeurs américaines depuis près de 2 siècles, envoie un signal retentissant. L'Afrique refuse dorénavant d'être seulement un terrain d'affrontement entre puissances étrangères. Qu'un pays aussi intimement lié à l'Occident se rapproche d'une nation sahélienne, jadis considérée comme périphérique, marque une rupture symbolique et peut-être historique d'Ankaraïn dans la cartographie des alliances africaines. Pourquoi ce revirement suscite-t-il autant de stupeur? Parce qu'il soulève une question brûlante et inédite. Et si, pour la première fois depuis plusieurs générations, l'Afrique décidait de tracer elle-même sa route, sans attendre le feu vert de Washington, Paris ou Londres? En renouant le dialogue avec le Burkina Faso, le Liberia entr'ouvre la porte à une redéfinition profonde des relations africaines, où la solidarité régionale et la souveraineté priment sur les fidélités héritées du passé colonial ou de la guerre froide. Les enjeux sont vertigineux. Ignorer ce tournant, c'est risquer de s'enfermer dans une dépendance chronique qui étouffe l'innovation et condamne la jeunesse africaine à l'exil ou à la résignation. C'est laisser passer l'occasion d'un renouveau véritable, alors que l'avenir du continent se joue encore, trop souvent, dans des capitales étrangères. C'est au fond renoncer à la possibilité de reconstruire la réputation, l'économie et la voix de l'Afrique sur la scène mondiale. L'exemple du Liberia, pays dont l'histoire diplomatique a toujours été un baromètre de la politique africaine, montre que chaque décision compte. Pourquoi alors ce geste libérien est-il si explosif? Pour percer ce mystère, il faut plonger dans l'histoire dense du Liberia et remonter jusqu'aux racines profondes de cette rupture inattendue. Comprendre l'histoire, c'est comprendre les ressorts invisibles qui animent les choix du présent. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut revenir aux origines du Liberia, ce pays fondé par des esclaves affranchis venus d'Amérique. C'est ici que s'entrelacent mémoire, identité et pouvoir, donnant à ce choix une résonance singulière. Au début du XIXe siècle, des sociétés abolitionnistes américaines, telles que l'American Colonization Society, organisent le retour vers l'Afrique de milliers d'anciens esclaves afro-américains. Ils débarquent sur une côte alors peuplée de peuples locaux, fondent Monrovia, baptisée ainsi en hommage au président américain James Monroe, et instaurent une république calquée sur le modèle des États-Unis. Cette fondation unique fait du Liberia un pays à l'identité double, oscillant entre héritage africain et modèle américain. Derrière les symboles américains, que cache la relation entre le Liberia et l'Occident? Depuis près de 2 siècles, le destin du Liberia paraît intimement lié à celui des États-Unis. Dès sa fondation, sous la houlette de Washington au XIXe siècle, le pays a adopté les lois, la monnaie et même les institutions américaines. L'aigle figure fièrement sur ses armoiries. Le dollar libérien attaché à la devise américaine circule partout. La politique locale, elle, s'inspire des pratiques de la Maison-Blanche. Les présidents du Liberia prêtent serment sur la Bible sous le regard de portraits de George Washington et Abraham Lincoln. Pourtant, derrière cette façade d'alliance et de puissance, la réalité quotidienne est plus sombre. Le Liberia demeure l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Les routes se dégradent, l'électricité est un luxe rare, et chaque année, l'accès aux soins ou à l'éducation recule. La jeunesse majoritaire, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, affronte un chômage massif et s'accroche à des emplois précaires, sans sécurité ni perspective. Le contraste est saisissant. Une élite, éduquée dans les universités américaines, vit dans des quartiers protégés, tandis que la majorité survit dans des bidonvilles, privés d'eau potable et d'électricité fiable.
Depuis des décennies, le Libéria s'aligne sur l'Occident, mais les promesses de prospérité et de stabilité restent des mirages. À chaque élection, l'espérance d'un renouveau cède la place à la désillusion. Le même scénario se répète, nourrissant un sentiment d'abandon et d'impuissance. Les aides internationales affluent, mais les hôpitaux restent sous-équipés, les enseignants sous-payés et les infrastructures en ruine. L'économie dépendante de l'exportation de matières premières, notamment le caoutchouc, le fer et le bois, ne profite qu'à une poignée, tandis que la majorité peine à manger à sa faim. Pourquoi cet alignement fidèle avec l'Ouest n'a-t-il jamais permis d'enrayer la pauvreté ni de bâtir un avenir solide ? Comment expliquer que, malgré cette loyauté, la dépendance et la précarité persistent ? Pour beaucoup, continuer sur ce chemin, c'est condamner toute une génération à l'exil ou à l'amertume silencieuse. De nombreux Libériens rêvent d'émigrer vers les États-Unis ou l'Europe, espérant y trouver les opportunités que leur propre pays ne parvient pas à offrir. Mais aujourd'hui, cette question prend un tour nouveau. Un souffle inattendu traverse la région. Soudain, un pays africain capte l'attention du Libéria, bouleversant les certitudes et suscitant l'espoir d'un modèle inédit. Ce modèle ne vient pas d'Occident, mais du cœur du Sahel, là où l'on pensait que tout était perdu. Ce rapprochement inédit annonce-t-il une rupture possible avec le passé ? Quelles conséquences pour la jeunesse et le futur du continent ? Le Libéria peut-il devenir le laboratoire d'une transformation qui inspirera l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà ? Comment une région que beaucoup jugeaient autrefois ingouvernable est-elle devenue une référence pour tout le continent ? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur du Sahel, là où le Burkina Faso, mené par le capitaine Ibrahim Traoré, a déclenché une révolution silencieuse. Longtemps perçu comme fragile et isolé, ce pays a brisé ses chaînes en exigeant le départ de toutes les forces étrangères. Il prouve ainsi qu'un État africain peut assurer seul sa sécurité et redéfinir sa souveraineté envers et contre tous les pronostics. Cette démarche rappelle celle de la Tanzanie de Julius Nyerere, qui avait dans les années 60 osé refuser la tutelle occidentale pour bâtir son propre socialisme africain, ou encore le Ghana de Kwame Nkrumah, qui dès l'indépendance prônait l'unité et l'autonomie économique du continent. Mais le Burkina Faso n'avance pas en solitaire. Avec le Mali et le Niger, il fonde l'Alliance des États du Sahel, une union inédite bâtie sur la mise en commun de ressources, la valorisation de la production locale et l'ambition d'une force collective régionale. Pour la première fois, des nations africaines choisissent de s'entraider sans l'appui de puissances extérieures, en misant sur leurs propres forces et leur connaissance du terrain. L'Alliance rappelle les premiers pas de l'Union européenne, lorsque la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux avaient mis en commun leur acier et leur charbon, posant ainsi les bases d'une paix durable et d'une prospérité partagée. Les résultats se voient déjà. Dans tout le Sahel, les investissements dans l'énergie solaire explosent, avec des champs de panneaux qui s'étendent en pleine brousse pour réduire la dépendance énergétique. La formation professionnelle s'impose comme priorité. Des dizaines de milliers de jeunes apprennent aujourd'hui des métiers techniques, l'agriculture moderne ou la gestion durable des ressources naturelles. Les mines d'or et les richesses du sous-sol ne sont plus livrées aux multinationales. Elles passent sous contrôle national, générant des retombées directes pour les populations locales. Par exemple, la mine d'or de Yaramoko, jadis exploitée par une compagnie canadienne, a été reprise par une société nationale, créant ainsi plus de 2000 emplois directs et indirects pour les jeunes du pays. Cette dynamique bouleverse les certitudes, en Afrique comme chez les puissances occidentales. Jadis symbole de crise, le Sahel devient laboratoire où s'inventent des alternatives audacieuses à la dépendance, à l'assistanat et à la résignation. Ici, l'innovation répond à la contrainte et la résilience nourrit la transformation. En matière agricole, le Burkina Faso a lancé le programme 1 million de fermes familiales, appuyé par des coopératives locales qui favorisent l'autosuffisance alimentaire et la réduction des importations coûteuses. Ignorer ce modèle, c'est alimenter l'inertie et le fatalisme qui minent tant de pays africains. S'inspirer du Sahel, au contraire, c'est ouvrir la voie à une Afrique qui s'appartient et ose repenser son destin. Cette démarche s'inscrit dans la lignée des grandes figures panafricanistes comme Cheikh Anta Diop ou Thomas Sankara, qui affirmaient déjà que l'Afrique ne trouverait la paix que dans l'unité et l'autonomie réelle. Face à cette nouvelle ère, le Libéria décide qu'il ne peut plus rester simple spectateur. Le moment est venu d'agir, de nouer des alliances inédites et de prendre part à la réinvention politique du continent. Un vent de changement souffle sur Monrovia, où les débats s'animent dans les universités, les marchés et les radios communautaires. Les étudiants, les commerçants, les fonctionnaires débattent.
Faut-il continuer à tourner le regard vers l'Atlantique ou enfin regarder vers nos voisins du Sahel? Le Libéria s'engage désormais dans des négociations décisives. Au fil des tractations, un nouvel équilibre de pouvoir se dessine. Les diplomates échangent non seulement sur la sécurité, mais aussi sur la création de chaînes de valeur agricoles, sur la facilitation des échanges commerciaux et sur la formation croisée de leurs jeunes cadres. Des missions d'études sont organisées où des jeunes Libériens partent à Ouagadougou pour apprendre les techniques d'irrigation adaptées au climat sahélien, tandis que des jeunes Burkinabés viennent à Monrovia découvrir la gestion portuaire et les métiers de la mer. Et si l'Afrique choisissait cette fois de commercer et de se défendre par elle-même? Cette idée n'est plus un rêve lointain. Elle s'incarne aujourd'hui dans un moment de bascule dont le rapprochement inédit entre le Libéria et le Burkina Faso offre la plus éclatante illustration. On assiste à la naissance d'un corridor d'innovation et de solidarité destiné à transformer la géographie économique du continent. Derrière une poignée de main qui a surpris les observateurs, une proposition radicale a émergé. Le Libéria s'engage à soutenir le Sahel à l'Assemblée générale des Nations unies, rompant avec la tradition où des voix étrangères dictèrent la diplomatie africaine. Mais ce n'est qu'un début. Les ports atlantiques du Libéria, jadis tournés vers l'Europe et les Amériques, s'ouvriraient et sortaient désormais vers l'intérieur du continent. L'ambition, créer un corridor économique de l'Atlantique aux terres du Sahel pour que ressources, innovations et denrées circulent librement de Dakar à Niamey. Ce projet dépasse la logistique. Il esquisse un modèle inédit de sécurité africaine. Partage de renseignements, stratégie locale contre les menaces transfrontalières et surtout, organisation d'un sommet exceptionnel à Monrovia. Objectif affiché, élaborer des réponses africaines, pensées et portées par les Africains, sans attendre l'aval des puissances extérieures. L'enjeu, rompre enfin avec la dépendance sécuritaire héritée du passé colonial. À titre d'exemple, le Mali, le Burkina Faso et le Niger organisent déjà des patrouilles mixtes le long de leurs frontières, réduisant les incursions de groupes armés et limitant le trafic illicite. Mais la vraie rupture est ailleurs. Pour la première fois, la question du financement est posée sans détour. Terminer le réflexe d'attendre les bailleurs occidentaux. Le pari, mobiliser les capitaux africains, venus des États, des diasporas ou du secteur privé. Ce choix audacieux ne vise pas seulement à réunir des fonds. Il affirme une souveraineté économique. L'Afrique peut et doit investir dans sa propre transformation sans conditions imposées par d'autres. Au Nigeria, la diaspora a déjà montré la voie, envoyant chaque année des milliards de dollars dans l'économie nationale, finançant des écoles, des hôpitaux et des entreprises innovantes. Derrière cette alliance, c'est aussi l'image du Libéria qui se métamorphose. Longtemps perçu comme un relais des intérêts occidentaux, le pays veut devenir la passerelle stratégique entre l'Atlantique et le cœur du continent. Une porte d'entrée, mais cette fois au service des ambitions africaines. Pour Monrovia, le pari est risqué. Il s'agit de bousculer des alliances anciennes, de miser sur des partenaires nouveaux et d'assumer une identité inédite. Ce choix rappelle celui du Rwanda dans les années 2000, qui s'est tourné vers l'Est africain et l'Asie, investissant massivement dans l'éducation et les nouvelles technologies pour sortir du piège de la dépendance. Pourtant, les enjeux sont immenses. Qui demain contrôlera les flux économiques et politiques du continent? Une erreur, et l'Afrique pourrait se retrouver non seulement isolée des réseaux mondiaux, mais aussi exposée à de nouvelles formes de domination. Mais rester passif, c'est condamner une génération entière à l'attente et à la dépendance. Comme lors de la conférence de Berlin en 1884, où l'Afrique fut découpée sans consultation, choisir aujourd'hui l'inaction reviendrait à subir à nouveau l'histoire plutôt que de la façonner. Ce qui fait la force de ce projet, c'est sa capacité à toucher bien au-delà des cercles diplomatiques. Dans les rues de Monrovia et Ouagadougou, il suscite déjà débat et espoir. Beaucoup y voient la preuve qu'il était possible de réinventer les règles, de reprendre la main sur son propre destin. Pour la jeunesse africaine, cette perspective n'a jamais semblé aussi tangible. Dans les lycées, les enseignants organisent des débats sur la souveraineté économique et les stratégies d'autofinancement. Sur les marchés, les commerçants rêvent d'accéder à de nouveaux débouchés, sans passer par les circuits anneaux traditionnels contrôlés de l'extérieur. Pourtant, rien n'est acquis. Sur le continent, d'autres forces s'organisent pour défendre les anciens équilibres. Les multinationales, inquiètes de perdre leur accès privilégié aux ressources africaines, multiplient les pressions sur les gouvernements et orchestrent des campagnes de désinformation dans les médias internationaux.
Certains États voisins, craignant d'être marginalisés, cherchent à freiner cette dynamique en imposant de nouveaux obstacles douaniers ou en attisant les rivalités régionales. Un rêve panafricain peut-il résister à la pression venue de l'intérieur et de l'extérieur? Jamais cette question n'a semblé aussi vive qu'aujourd'hui, alors que l'Afrique approche d'un tournant sans précédent. Le Libéria, en ouvrant la voie, a déclenché une dynamique qui s'étend bien au-delà de ses frontières, attisant l'espoir d'une véritable renaissance. Mais ce souffle nouveau reste exposé à d'innombrables tempêtes, visibles et invisibles. Comme la vague des indépendances dans les années 60, l'élan peut se briser sur l'écueil des intérêts contradictoires et du manque de vision partagée. Sur tout le continent, une jeunesse vibrante réclame la parole. Dans les universités, les étudiants contestent les modèles hérités, exigent de nouveaux horizons, débattent de souveraineté avec une intensité renouvelée. Sur les réseaux sociaux, des campagnes numériques mobilisent beaucoup des millions de jeunes, unissant leurs voix sous des hashtags devenus symboles d'un réveil collectif. Cette mobilisation spontanée tisse une solidarité africaine qui n'avait plus retenti ainsi depuis les indépendances. L'exemple du mouvement Y en a marre au Sénégal ou du collectif Balai Citoyen au Burkina Faso montre que la société civile est capable de bousculer les lignes et d'imposer des agendas nouveaux. Pourtant, cette énergie attire l'attention au-delà des frontières. En Occident, les signaux d'alerte se multiplient. Derrière des discours de coopération se dissimulent de nouvelles pressions, menaces sur les aides au développement, restrictions sur les visas, sanctions économiques voilées. Des stratégies subtiles renaissent, cherchant à raviver les vieux clivages, anglophones contre francophones, divisions ethniques, querelles régionales. L'objectif reste limpide, briser l'élan panafricain avant qu'il ne devienne irrésistible. L'histoire regorge d'exemples où l'unité africaine a été sabotée de l'extérieur, comme lors de la chute de Patrice Lumumba au Congo ou de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais le danger gronde aussi à l'intérieur. Dans bien des pays, les élites traditionnelles, longtemps garantes des anciens systèmes, observent ce renouveau avec appréhension. Certaines redoutent la perte de privilèges tissés au fil des décennies, d'autres craignent une remise en cause de leur autorité. Des fractures anciennes, régionales, ethniques, générationnelles refont surface, alimentées par la peur de l'inconnu ou par des manipulations habiles. En Côte d'Ivoire, la crise des années 2000 a montré à quel point les divisions internes pouvaient être instrumentalisées pour faire échouer la transition. Le rêve panafricain arrive à l'épreuve décisive. Il doit dépasser les slogans pour entrer dans l'action. Les symboles ne suffisent donc plus. Il faut prouver concrètement que ce virage peut transformer le quotidien. Offrir des emplois réels aux jeunes, ouvrir des écoles, bâtir des routes, électrifier les villages, tant que les progrès seront tangibles et partagés, l'élan pourra s'enraciner durablement. Mais la moindre désillusion, la plus petite promesse non tenue, risquerait de réinstaller la division et la dépendance. L'Afrique du Sud post-apartheid a connu ses attentes déçues, quand la croissance attendue n'a pas profité à tous, creusant de nouveaux fossés sociaux. Tout se joue maintenant. Le continent oscille entre, d'un côté, la fragmentation et la répression, de l'autre, l'unité retrouvée, la dignité, la force collective. Ce carrefour historique décidera non seulement du sort du Libéria, mais aussi de l'avenir de toute une génération africaine. Les choix faits aujourd'hui résonneront demain dans les rues de Lagos, dans les écoles de Bamako et jusque dans les campagnes d'Addis Abeba. La route vers une Afrique souveraine n'a jamais été aussi périlleuse ni aussi porteuse d'espoir, mais un nouveau chapitre s'ouvre déjà, porté par des voix qui refusent de se taire. Ce chapitre, c'est celui des initiatives locales, des coopératives qui résistent, des start-up qui innovent, des enseignants qui forment malgré tout, des médecins qui soignent sans moyens, mais avec conviction. L'avenir du continent se joue sur la conviction intime de chaque Africain. Croire en sa capacité à transformer la réalité. Nous portons tous en nous le potentiel de briser les chaînes de la dépendance et d'imaginer une Afrique nouvelle. Il ne s'agit pas d'un rêve lointain, mais d'un choix à poser, ici et maintenant. Les exemples abondent. Au Kenya, le projet M-Pesa a permis à des millions de personnes d'accéder à des services bancaires mobiles, bouleversant la finance traditionnelle. Au Maroc, la plus grande centrale solaire d'Afrique a vu le jour à Ouarzazate, réduisant la facture énergétique du pays. Aujourd'hui, des gestes audacieux comme celui du Libéria ouvrent la porte à une ère inédite. L'Afrique affirme enfin sa volonté de tracer sa propre voie sans attendre l'aval extérieur. Refuser ce tournant, c'est accepter que l'histoire se répète et que la chance d'une Afrique souveraine s'éloigne encore pour une génération entière. C'est consentir en silence à ce que nos enfants héritent des mêmes chaînes que leurs parents.
Pour la jeunesse, qui compose plus de la moitié de la population africaine, ce moment est crucial. L'espoir d'un avenir meilleur ne repose plus sur des soutiens venus d'ailleurs, mais sur la confiance collective dans nos institutions, nos savoirs, nos solidarités. De Dakar à Ouagadougou, de Monrovia à Addis-Abeba, des exemples émergent. L'autonomie n'est plus une utopie. Au Bénin, le programme Assurance pour le renforcement du capital humain a permis à des milliers de familles pauvres d'accéder à la santé et à l'éducation en s'appuyant sur des financements locaux. Mais rien n'est acquis. Les défis sont immenses: insécurité, pauvreté, pression démographique, rivalité mondiale. Pourtant, c'est dans l'incertitude que naissent les plus grandes destinées. Si nous laissons passer cette dynamique, nos richesses, nos compétences, notre énergie continueront de servir d'autres intérêts au lieu de bâtir un futur africain par et pour les Africains. Les leçons de l'histoire sont claires. Chaque fois que l'Afrique a hésité, d'autres ont décidé à sa place. Chaque époque exige ses choix décisifs. À présent, la question n'est plus de savoir si l'Afrique doit prendre son destin en main, mais comment et quand elle le fera. L'alternative est simple: rester spectateur de notre propre avenir ou devenir les architectes de notre renaissance. L'exemple du Botswana, qui a su, grâce à une gestion transparente de ses ressources diamantifères, offrir à sa population des services de qualité, montre que la souveraineté n'est pas un mythe, mais une possibilité réelle. Ceci est une invitation à l'engagement, à croire que l'Afrique n'est pas qu'une terre de crise, mais peut devenir le berceau de solutions. Cela exige un sursaut collectif, un refus du fatalisme et l'engagement de chaque citoyen à défendre ce qui lui appartient de droit. Concrètement, cela passe par le soutien aux initiatives locales, la participation aux débats citoyens, l'exigence de transparence de la part des dirigeants et la solidarité entre générations et communautés. Trop souvent, l'histoire s'est écrite sans nous, parfois contre nous. Laisser passer cette occasion, c'est encore céder le stylo à d'autres. Mais oser croire en notre pouvoir d'action, c'est ouvrir la voie à une Afrique qui compte, qui rayonne, qui inspire. Les grandes révolutions commencent toujours par un acte de foi, une étincelle, un refus du statu quo. À chacun de nous de faire ce choix. La balle est dans notre camp. À nous de croire en notre valeur, d'oser l'unité et de bâtir, pierre après pierre, l'avenir que nous méritons. Ce n'est pas un pari sur les autres, mais un engagement envers nous-mêmes. Car personne ne viendra écrire notre histoire à notre place. Pour avancer, quelques étapes concrètes s'imposent. Premièrement, cultiver la coopération régionale. Cela signifie encourager les échanges universitaires, harmoniser les réglementations commerciales et créer des fonds d'investissement panafricains pour soutenir l'innovation locale. Deuxièmement, investir dans l'éducation et la formation professionnelle, en adaptant les programmes aux réalités économiques du continent. Troisièmement, promouvoir l'entrepreneuriat local en facilitant l'accès au crédit, en allégeant la fiscalité pour les petites entreprises et en valorisant les savoir-faire traditionnels. Quatrièmement, renforcer les médias africains pour qu'ils racontent nos histoires, dénoncent les manipulations et promeuvent les réussites du continent. Cinquièmement, s'engager dans la gestion durable des ressources naturelles en veillant à ce que les bénéfices profitent d'abord aux populations locales. Enfin, exiger la transparence et la redevabilité de la part des dirigeants. Sans cela, aucune réforme ne tiendra. Le chemin sera long et semé d'obstacles. Mais chaque pas compte. À la jeunesse, à la société civile, aux entrepreneurs, aux enseignants, aux artistes. L'avenir est entre vos mains. Saisissez-le. Car au bout du compte, la seule question qui subsiste est celle-ci. Serons-nous les auteurs de notre histoire ou seulement ses personnages secondaires? L'heure du choix a sonné. À nous d'y répondre avec audace, lucidité